Olga Paris-Romaskevitch qui va nous parler de ses recherches autour des billards dans les pavages, de mathématiques vagabondes et de l'exposition Mathematica. Bonjour à tous et à toutes, présentes ici et à distance. Donc, oui, je suis Olga et je suis chargée de recherche au CNRS et membre de l'IDEM depuis 1er octobre de l'année dernière, notamment membre de l'équipe géométrie dynamique, arithmétique et combinatoire. Et je remercie déjà Peter et toutes les personnes de la direction qui ont mis en place cette journée. Je suis très contente d'être ici, c'est vraiment génial, j'adore ce labo. Et merci à tout le monde qui était très accueillant et me souhaitait le bienvenu depuis octobre. Pour me présenter, oui, j'ai choisi de vous parler aussi un peu de mon parcours, un peu de maths et un peu des activités de diffusion et activités artistiques que je fais en lien avec des mathématiques. Voilà le schéma de mon parcours. Donc, j'ai passé 2 tiers de ma vie à Moscou. J'ai fait des études à l'Université d'État de Moscou, à la faculté de maths et de la mécanique. Et puis, j'ai commencé ma thèse à l'École des hautes études en sciences économiques, qui est une faculté de maths. C'est aussi un lieu à Moscou. La faculté de maths est assez jeune, elle a 10 ans, je pense, cette année. Et pour un stage, je suis allée faire un stage à l'ENS de Lyon, où j'ai rencontré mon 2e directeur de recherche, Étienne Gis, en plus de mon premier à Moscou, Julie Yeshenko, et j'ai fait une thèse en co-tutelle, et puis je suis restée en France. Et donc, je suis allée faire un postdoc à Rennes. On s'est croisé avec Nizar aussi, il y a un an, et me voilà ici. Donc, mon domaine de recherche, c'est les systèmes dynamiques, c'est une partie des mathématiques qui s'intéresse au mouvement, à l'évolution, au changement. J'ai noté aussi des thèmes généraux auxquels je me suis intéressée depuis les dernières 10 ans. Et un système dynamique, peut-être le plus ancien système dynamique, même si ce domaine est assez nouveau parce qu'il existe depuis que 150 ans, ce qui est pour les mathématiques pas si longtemps que ça. Un des premiers systèmes dynamiques, c'est un système le problème de n corps, c'est-à-dire le système dynamique qui modélise le mouvement de n planètes. Donc, on a n planètes ou n corps célestes, en fait, en attraction gravitationnelle, et on essaie de comprendre ce qui va se passer si on donne certaines conditions initiales, on les lance un peu à la façon comme Descartes l'imaginait, il y a une sorte de poussée initiale, et après, il bouge de la façon déterministe. Et ce système, déjà, il est très compliqué à étudier, mais quand il n'y a que 2 corps, le système est intégrable. Il y a beaucoup de lois de conservation d'énergie qui sont en place, et toutes les trajectoires bornées de ce système sont périodiques, c'est des ellipses, donc la Terre bouge autour du Soleil sur une ellipse, et on est bien content de ça, parce que notre vie en dépend. Et donc, les systèmes intégrables, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée pendant ma thèse. Et depuis, je travaille en fait avec des systèmes qui ont ces propriétés d'intégrabilité. Et je vous ai mis ici une photo de la page d'accueil d'un site que nous avons fait. C'était une très belle expérience, une collaboration avec mes amis à ce moment en thèse avec moi, Marie-Lucie et Valentin Seigneur. C'est une exposition virtuelle, un site qui présente les mathématiques du ciel au grand public. Donc, je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas vu. C'est une histoire de Kepler, de Newton, de Poincaré et de leurs mathématiques. Et il y a aussi des dessins, des vidéos, etc. Je pense que vous en connaissez la grande partie, mais peut-être vos connaissances non mathématiques pourront profiter des histoires sur ce site. Et aussi, le contenu mathématique de ce site, il fait partie aussi du calendrier mathématique que nous avons fait aussi avec Marie et Valentin cette année. Nous avons écrit des textes. Donc, le calendrier mathématique, vous avez dû le voir parce que je pense qu'il est mis sur tous les sites. Donc, peut-être vous l'avez déjà un peu regardé. Pour ma recherche, donc, ce qui m'intéresse depuis les dernières 4 années, c'est les billards dans les pavages. C'est mon système dynamique préféré. En fait, c'est une classe des systèmes dynamiques
pour chaque pavage du plan, vous avez un système dynamique. Donc, comment il est défini Oui, attendez, comment je le lance? Voilà, comme ça. Pour chaque pavage du plan, vous lancez une bille de billard ou un rayon de lumière. Et ce rayon de lumière se propage dans ce milieu, on va dire, hétérogène, de telle façon que chaque fois quand une trajectoire traverse une arête entre deux tuiles, il va tourner, il va changer de direction. La lumière va se réfracter avec le coefficient de réfraction égal à -1. C'est-à-dire que les angles que la lumière fait ici avec l'arête de deux tuiles voisines, ils sont égales. Et la question, c'est qu'est-ce qui va arriver à cette lumière en fonction de la forme du pavage, de la direction de la trajectoire. Voilà, c'est ça la question de la dynamique, c'est la question de l'évolution. Est-ce qu'il y a des orbites périodiques? Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce que les trajectoires spirales, est-ce qu'elles s'échappent à l'infini? Si oui, comment? À quelle vitesse, etc. Et donc, la première idée, très importante et très simple pour l'étude de ce système, c'est de plier. En général, dans les billards, on déplie, mais ici, on plie. Parce que les tables, ça fait déjà tout le plan. Et en fait, je vais le refaire peut-être. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'un triangle se plie sur l'autre triangle. Donc, pour ce pavage en triangle, vous voyez, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe. On voit le cercle émerger. Mais cette processus-là de pliage, vous pouvez le faire pour n'importe quel billard dans un pavage. Vous pouvez plier le long d'une trajectoire et cette trajectoire va se plier dans une corde, dans une ligne. Tous les segments de la trajectoire se plient dans une corde. Ce qui est intéressant avec ce pavage en particulier, le pavage par triangle, c'est que le pavage se plie globalement. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de plier le long d'une trajectoire, vous pouvez juste plier tout le plan dans une sorte d'origami qui est en fait un cercle. Pourquoi c'est un cercle? Parce que deux triangles voisins, si vous les pliez, les 4 sommets que vous en retirez, ils se retrouvent sur le même cercle parce que les angles sont égaux. Il y a l'histoire de la symétrie centrale. Et donc, tout est sur le même cercle. Et maintenant, au lieu d'étudier la trajectoire qui change la direction dans le pavage, la trajectoire change presque pas de direction, c'est-à-dire elle la change une fois sur deux. Elle fait les allers-retours sur cette corde dans ce cercle-là, qui est l'image de tous les cercles circonscrits de toutes vos tuiles. Mais le triangle va se déplacer. Donc, au lieu de se déplacer dans les triangles, vous déplacez le triangle. Et il y a une application sur le cercle qui apparaît, et c'est en fait un échange d'intervalles, donc un système dynamique typiquement marseillais. Mais en fait, elle n'est pas si typiquement marseillais, c'est-à-dire que le problème, ou en tout cas, elle n'est pas si typique, on va dire, parce que c'est un échange d'intervalles avec retournement. Vous allez avoir 3 intervalles, chacun va faire un tour sur lui-même, changer d'orientation, et après, il y aura une composition avec une rotation. Donc, en fait, ce système, c'est un échange d'intervalles avec retournement, et leur dynamique est très différente de la dynamique des échanges d'intervalles. Par exemple, ils sont presque jamais minimaux, ils ont des orbites périodiques. Mais le carré des applications dans ce système sont les vrais échanges d'intervalles. Mais voilà, la famille qu'on étudie, en fait, il y aura par exemple dans ce cas-là des échanges de 6 intervalles, mais avec que 4 paramètres. Donc, on n'étudie pas les exemples typiques des échanges d'intervalles, mais les exemples peu typiques, d'où la difficulté de travail avec ces systèmes. Et en fait, pour le cas des triangles, les échanges d'intervalles avec lesquels on travaille, c'est rien d'autre que les échanges d'intervalles d'Arnold-Rosy et leur déformation REL. On bouge un peu la distance entre certains points singuliers. Donc, c'est très, très, très typiquement marseillais. Et un théorème qu'on peut annoncer ici, que nous avons prouvé avec Pascal Hubert, c'est que presque toujours, ce qui se passe avec des trajectoires, elles sont soit périodiques, elles se referment, soit elles s'échappent de façon linéaire à l'infini. Et ce qui est fou avec ce système, et ce qui provient juste de ce pliage, c'est qu'une trajectoire périodique, une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez la perturber un peu, elle va rester périodique avec le même comportement symbolique. Donc, les trajectoires périodiques sont très, très, très stables, comme dans le système de 2 corps.
Il y a une grande stabilité qui provient de l'existence de ce pliage global. Mais il existe des pavages exceptionnels par triangle dans lesquels vous pouvez trouver de façon très maligne, en plaçant votre bille exactement au centre du cercle circonscrit de la tuile, des trajectoires qui s'échappent à l'infini de façon non linéaire. Ils vont spiraler en passant par chacune des tuiles au plus une fois et parfois par chacune des tuiles exactement une fois, s'échappent à l'infini en formant des fractales. Et les formes des triangles qui correspondent à l'existence de ces trajectoires chaotiques, elles sont paramétrées par ce beau objet fractal, ici émis de Marseillais, qui s'appelle la Baderne de Rosy. Et puis, nous avons plus ou moins compris ce qui se passe pour les triangles. Donc, ça nous a pris 2 ans, plus ou moins. Donc, on a passé au quadrilatère. Les quadrilatères quelconques, c'est pas si simple parce que ce processus de pliage n'est pas défini globalement. Donc, je sais toujours pas ce qui se passe, par exemple, pour le pavage en parallélogramme. Mais pour le pavage en quadrilatère cyclique, c'est-à-dire quadrilatères qui sont inscrits dans les cercles, le pliage global du pavage est aussi défini. Et on peut, certaines propriétés très basiques de ces systèmes dynamiques sont toujours vraies, notamment toute trajectoire passe par chacune des tuiles au plus une fois et les trajectoires périodiques sont stables. Donc, ce que nous avons fait récemment avec Paul Murcia et Pascal Hubert, nous avons classifié les trajectoires chaotiques, les trajectoires qui correspondent aux échanges d'intervalles minimal dans cette classe-là. Et donc, au lieu de la Baderne de Rosy, nous avons un autre objet que vous voyez peut-être pas assez bien. Et je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai donné à Pascal, qui est aujourd'hui à Grenoble en train de faire son colloque. Mais cet objet-là, c'est aussi un objet fractal qui vit dans un octaèdre, qui a 4 faces qui sont les Badernes de Rosy. Et à l'intérieur, quelque chose de beaucoup plus compliqué se passe. C'est toujours un objet de mesure de Lebesgue nul. Et pour chaque point de cet objet, vous avez une forme fractale qui est une trajectoire d'un billard dans un pavage par quadrilatère cyclique qui s'échappe à l'infini de façon intéressante. Donc ça, nous avons fini récemment ce travail et on a passé vers les pentagones. Donc vous voyez mon programme de recherche pour les années à venir. Les pentagones, c'est une blague. Donc les pentagones, ils pavent pas le plan. Donc le problème est que certaines propriétés de ces premiers 2 cas sont pas vraiment respectées. Donc, on essaie de comprendre ce qui se passe avec les pentagones en ce moment. Voilà pour le volet, les différentes possibilités de recherche. Ce qui est intéressant pour certaines classes des billards dans les pavages, c'est que leur étude, en fait, est liée aussi à la topologie. Je vous ai amené un objet qui est une surface. Je vous la montre. Ici, c'est une surface qui est 3 périodique dans l'espace. Elle a 3 directions de périodicité. Et ces sections planes sont exactement les trajectoires de billard dans les pavages. Avec une centaine intégrale première, en fait, toutes les trajectoires, toutes les sections horizontales sont les trajectoires avec la distance jusqu'au centre du cercle circonscrit qui est fixée. Donc ici, par exemple, en fait, si on avait pu l'imprimer jusqu'à l'infini, on aurait imprimé une fractale de Rosy. Ça, je les surfaces. Malheureusement, je ne peux pas vous la passer, mais j'espère que vous la voyez. Donc, les thèmes de ce travail, c'est la dynamique des surfaces de translation, mais il y a aussi pas mal de combinatoires, de la géométrie fractale, de la théorie de mesure, de la théorie ergodique. Donc, j'espère qu'on pourra en discuter au plus possible en dehors de mes petites minutes qui me restent. Voilà, donc ça, c'est sur la partie recherche. Et je voulais vous partager aussi quelque chose, quelques petites initiatives que je fais, qui certaines sont devenues moins petites avec le temps. La première, c'est une association qu'on vient de créer avec Marie Lucier, avec qui on est amis depuis ma thèse. Elle s'appelle Mathématiques Vagabondes. Donc, l'idée de cette association, c'est de faire sortir les mathématiques dans la rue, dans le sens général, de créer les liens entre les sciences et avec une place très, très, très particulière pour les mathématiques et la société et l'art comme moyen de partager.
Et notamment, nous avons fait une pièce de théâtre il y a quelques années sur le travail d'Alicia Boule, qui était jouée par Marie. Moi, je jouais sa sœur Lucie. C'est une pièce de théâtre qui partage le travail d'Alicia Boule, qui a travaillé sur les polyèdres en dimension 4. Même échangé à la fin de sa vie avec Coxeter sur ces questions-là. Et une autre initiative que nous avons en ce moment, c'est un projet qui s'appelle Street Math. C'est un peu difficile de le mettre en place pendant Covid, mais on l'a fait quand même quelques fois. Et il y a un dessin ici de la fractale de Sierpinski, dont nous avons parlé il y a quelques exposés. Voilà, une simple règle locale qui peut être appliquée même pour un enfant de 4 ans pour dessiner un joli objet sur la place Carnot à Lyon. Donc ces choses-là, on espère les continuer. J'espère si vous avez des idées, en tout cas des choses à faire dans la rue liées aux mathématiques, je suis preneuse. Et nous espérons de continuer de faire ce genre d'action dans le futur. Et un autre projet que j'ai en ce moment, qui est un peu difficile à mettre en place, mais j'espère qu'on va pouvoir faire ça, c'est un projet de voyage, d'exposition d'un livre sur les histoires de 10 femmes russes qui contribuent à la recherche en mathématiques, qui ne sont pas forcément chercheuses, mais aussi enseignantes, organisatrices des Olympiades, le personnel administratif. Donc, celles qui contribuent à la recherche directement, mais aussi indirectement, pour moi, c'est important. Et l'idée de ce voyage, c'est de faire un tour de Russie en train de Khabarovsk à Saint-Pétersbourg, donc de l'est à l'ouest, et rencontrer dans chacune des villes que nous avons choisies une femme qui nous racontera ses mathématiques et la vie mathématique de sa ville. Donc, l'idée de ce projet, c'est de le présenter aussi à ICM en 2022. On espère que tout se passera bien, qu'on pourra faire ce voyage. Donc, on va le faire cet été, en juillet-août. Et je le fais avec mon mari Bertrand, qui est aussi photographe sur ce projet. Voilà, donc j'espère que ça... J'espère que ça va pouvoir se faire. Et je vous tiendrai au courant sur l'avancement de ça. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Savoir comment ça se passe, par exemple le projet Sierpinski, là, les Math Street, comment tu impliques les gens et comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe concrètement, l'implication des gens dans les mathématiques dans la rue? Alors, ce qu'on s'est dit avec Marie au début, c'est qu'on va essayer tranquillement et après on va mettre une forme bien propre et impliquer les gens. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, il y avait beaucoup d'intérêt à ça. Et donc, pour ce dessin de la fractale de Sierpinski, donc on a fait 128 lignes. On a fait d'abord avec Marie un tiers de ça, ça nous a pris 2 heures. Et on s'est dit, on va faire 4 fois plus, même avec un trou au milieu, donc en fait 3 fois plus. Et on va inviter des gens. Donc, on a fait une petite lettre et on a eu 10 réponses, principalement les gens qu'on connaissait, mais aussi quelques personnes que nous ne connaissions pas personnellement, mais que Marie a rencontrées lors de son activité de compte. C'est fait en quoi? C'est fait en craie. En craie, oui. C'est vraiment basique. Après, on peut utiliser le mélange de craie avec l'eau pour être plus pro, utiliser moins de craie, utiliser les pinceaux, mais on va le faire la prochaine fois, je pense. Et on a commencé à le faire comme ça, un petit comité sur la place Carnot, mais il y avait plein de gens qui étaient intéressés, qui ont passé. Ils ont touché la craie et dessiné quelques carrés. Donc, je pense, cette fois-là, on avait 50 personnes qui ont touché au dessin, ce qui est pas mal. Et il y avait plein d'autres personnes qui ont passé. Donc, je trouve que c'est une forme assez simple pour impliquer des personnes. Et au final, on a mis juste 2 heures à faire ça. C'était très, très, très rapide. On a fait des groupes, etc. Il y a une trace qui est gardée sous la forme de photos. On a plein de photos, oui, on a plein de photos. Et l'âge moyen, je pense, c'était autour de 6 ans. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes, non, peut-être pas 6, mais 10, parce qu'il y avait des enfants de 2, 3, 4 ans qui étaient bien sûr, qui ne comprenaient pas l'addition modulo 2, ou peut-être pas la manière qu'ils pouvaient nous formuler, mais ils ont dessiné des choses et ça a quand même pas mal avancé. Il y avait des groupes des parents qui supervisaient, etc.
Donc, c'était assez sympa. Ok, ben merci beaucoup.